Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin RH, un podcast où l'on part à la rencontre des spécialistes des ressources humaines pour échanger sur des problématiques, des retours d'expérience et des bonnes pratiques RH. Je m'appelle Fanny, je suis responsable marketing chez Factorial. Factorial est un logiciel SIRH tout en un qui simplifie la gestion des processus RH. L'objectif de cet outil est d'automatiser les tâches administratives des responsables RH pour qu'ils aient plus de temps à dédier à leurs collaborateurs et au développement de l'entreprise. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du coup de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et pour cela, donc, on t'a invité. Marie, tu es consultante et formatrice en stratégie responsable pour l'agence Déclic en Île-de-France. L'agence Déclic qui est un cabinet de conseil en RSE à Rennes, Nantes, Paris et qui contribue à rendre les territoires plus performants et plus durables. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est bon, j'ai plus rien à dire pour me présenter. Merci beaucoup. Alors justement, je te laisse peut-être te présenter un peu plus en détail, m'expliquer ce que tu fais en quelques mots et qu'est-ce que l'activité de l'agence Déclic. Donc moi, Marie Levaux, moi ça fait presque 10 ans, près de 10 ans que je fais du conseil en conduite du changement et en RSE, donc comme tu disais, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et j'ai rejoint l'agence Déclic il y a 1 an pour développer son bureau parisien. Voilà. Et donc l'agence Déclic, on a été créé il y a 8 ans et notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner à la fois les collectivités, les associations et les entreprises des territoires dans leur stratégie responsable, mais aussi dans la commande publique. Donc on a vraiment une casquette publique-privée à l'agence et ça, je pense qu'il fait aussi notre particularité. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que la RSE en simplifiant peut-être les termes et à qui ça s'adresse en particulier? Alors, donc la RSE, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, donc ça veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise. En fait, c'est un outil stratégique qui va permettre aux entreprises de contribuer à un développement plus durable, en fait. Ok. Donc, si je te refais un tout petit peu l'histoire, on a commencé à se poser la question de la responsabilité des entreprises dans les années 50 aux États-Unis, avec la publication d'un ouvrage qui s'appelle Social Responsibilities of the Businessmen. Bon, voilà, on voit que c'est dans les années 50, c'était il y a 70 ans, ça commence à dater. Et donc 30 ans plus tard, en 87, il y a eu pour la première fois la définition du développement durable. Donc on voit que ça commence à dater aussi. Et le développement durable, c'est avoir un développement qui permette de satisfaire les besoins de l'homme aujourd'hui, tout en permettant aux générations futures de répondre à leurs propres besoins. Voilà, donc c'est permettre de satisfaire nos besoins aujourd'hui à nous, tout en permettant à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de satisfaire les leurs, quoi. Okay. Donc ça, c'était en 87. Et pour autant, c'est seulement en 2010, donc il y a 12 ans, où il y a eu pour la première fois un outil stratégique qui permet aux entreprises de faire la RSE. Et ça s'appelle l'ISO 26000. Okay. Voilà, donc c'est une norme internationale qui donne un cadre de référence et qui permet aux entreprises de faire de la RSE. Donc je te raconte ça juste pour dire que les réflexions sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, ça commence à dater. Mais les premiers outils à disposition des entreprises pour vraiment faire de la RSE sont récents. Très, très récents. Voilà. Donc en fait, je te disais, cette norme internationale, elle va donner un cadre global aux entreprises pour faire de la RSE. Elle permet aux entreprises de se poser 7 grandes questions que nous, à l'agence, on a résumées en 5. Donc le premier, c'est la gouvernance. Donc comment l'entreprise va impliquer davantage ses parties prenantes dans les prises de décision. Quels sont les critères qui vont permettre de prendre une décision, seulement financiers ou aussi socio-environnementaux. Quel est le statut de l'entreprise? Donc là, on parle de l'entreprise à mission, par exemple. Voilà, c'est 1, la gouvernance. 2, il y a l'aspect social. Donc, quelle est ma politique, notamment RH, en interne? Est-ce que je vais permettre de développer les carrières, apporter suffisamment de formation, permettre le bien-être de mes collaborateurs? Il y a toutes ces questions-là. 3e pilier, c'est l'environnement. Donc, dans quelle mesure mon entreprise va permettre de préserver les ressources naturelles sur la planète? En faisant de l'éco-conception, en préservant la biodiversité, en faisant son bilan carbone.
Voilà, il y a tout un tas d'outils pour le faire. Le quatrième pilier, c'est le territoire. Donc, comment l'entreprise s'implique sur son territoire et quel est son impact. Donc, en développant, par exemple, l'emploi et les compétences sur le territoire, en mettant en place des partenariats avec des associations locales, en s'engageant auprès d'élus locaux. Et le cinquième, c'est mon dernier, c'est la partie économique. Donc, c'est tout ce qui touche au modèle économique de l'entreprise, tout simplement. Donc, dans quelle mesure l'entreprise va apporter des biens, des services qui ont un impact à la fois économique, mais aussi social et environnemental. Ok, mais ça repose sur leur activité, du coup. Ouais, C'est peut-être exactement. la chose qui ne peut pas être modifiée finalement plus tard. Eh bien, justement, c'est pour ça que je préférais t'expliquer ces 5 piliers pour montrer, parce qu'on a tendance à dire que la RSE, c'est à côté du business, à côté de l'activité de l'entreprise. Alors que non, justement, ça doit être vraiment intégré dans les métiers, dans les processus, dans les pratiques de l'entreprise. Et ça peut parfois pousser une organisation à faire évoluer ses activités. Ok. Typiquement, aujourd'hui, j'accompagne une entreprise dans les transports. Tu vois, ils font du car. Ok. Et aujourd'hui, ils sont obligés de revoir leur offre de cars en ayant des cars plus responsables, plus écologiques. Tu vois. Donc, Ok. ça touche d'une certaine façon leur modèle économique. Je vois. Ok, donc c'est possible. Très bien. Donc, c'est possible. Exactement. Euh, Et ta question, c'était, c'est pour qui? et C'est c'est ça? pour qui, ouais. Est-ce que vous avez une cible diversifiée, pardon. Mais est-ce qu'il y a des entreprises à qui ça s'adresse plus qu'à d'autres? En fait, historiquement, c'est plus les grands groupes qui se sont mis officiellement à la RSE de par la réglementation. Parce qu'en fait, en 2001, il y a eu une première réglementation qui a imposé aux entreprises cotées de produire des rapports extra-financiers. Ok. Et après, ça s'est élargi aux entreprises de plus de 500 salariés. Ça, c'est arrivé en 2012-2013. Ce que je voulais juste te dire, c'est que donc historiquement, c'est plus les grands groupes qui sont poussés à faire de la RSE de par la réglementation qui a imposé en 2001 aux entreprises cotées de publier leurs rapports extra-financiers. Ça s'est imposé après en 2012-2013 aux entreprises de plus de 500 salariés. Mais aujourd'hui, ça commence à s'imposer à toutes les entreprises. En fait. Parce Ok. que déjà, la réglementation, elle va bientôt toucher les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, on voit le périmètre Ça grandit, ouais. d'entreprise, ouais, ça s'élargit, en gros. Et surtout, en fait, on commence, au-delà de la réglementation, toutes les organisations commencent à comprendre que la RSE, c'est pas forcément un devoir, ça doit pas forcément être imposé par la réglementation, mais c'est surtout une opportunité. Donc, les grandes entreprises, elles ont des obligations légales de fournir des rapports, enfin, tout ce que tu disais avant. Est-ce que ça veut dire que les PME, les startups qui sont encore petites, elles ne pratiquent pas du tout la RSE parce qu'elles n'ont pas d'obligation légale? Non, justement, en fait toutes les entreprises font de la RSE, enfin la plupart des entreprises font de la RSE, mais elles ne le font pas toutes consciemment. En fait. Ok. C'est pour ça que nous, on accompagne essentiellement des TPE, PME et ETI, donc entreprises de taille intermédiaire. Et en général, on les accompagne déjà pour commencer à identifier ce qu'elles font en matière de RSE. Donc, on commence toujours par un diagnostic pour capitaliser sur l'existant et identifier en fait des actions RSE qu'elles font, mais qu'elles ne verbalisent pas en tant que telles. En fait. Je vois. Inconsciemment, en fait, elles le font. Inconsciemment. Ouais. Ok. Justement, du coup, tu as commencé à en parler. Quels sont les intérêts pour une entreprise de toute taille, au-delà des obligations par exemple, de peut-être entamer une démarche RSE? Alors, là, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers nous pour le sujet de la marque employeur. Parce Ok. qu'on voit que vraiment sur le marché de l'emploi, déjà, c'est de plus en plus compliqué de recruter, de fidéliser les collaborateurs. Et donc, le fait qu'une entreprise ait un impact positif sur la société, ça attire de plus en plus les jeunes, mais pas seulement. Voilà. Et donc, il y a un chiffre qui dit que 90% des salariés engagés dans la RSE sont fiers de leur entreprise. Donc, on voit que ça permet de fidéliser les collaborateurs. Donc là, je dirais que c'est un des premiers axes, c'est la marque employeur. Le deuxième, c'est finalement l'impact économique.
Donc en fait, souvent on a tendance à se dire que la RSE c'est un poste de coût et pas forcément un poste de revenu. Et il y a une étude qui a été faite par Stratégie en 2016 et qui a comparé des entreprises qui faisaient de la RSE et des entreprises qui n'en faisaient pas. Et il s'est avéré que les entreprises qui faisaient de la RSE étaient plus performantes économiquement de 13%. Voilà, donc ça a été prouvé que faire de la RSE générait de la performance économique. C'est un investissement plus à long terme peut-être. Oui, dans le sens où déjà quand une entreprise fait de la RSE, elle peut fédérer, embarquer davantage les collaborateurs. Donc potentiellement, ils peuvent être plus performants. Après, faire de la RSE, ça permet aussi de diminuer, d'anticiper des risques. Donc ça permet d'une certaine façon à l'entreprise d'être plus résiliente dans la durée. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Et puis aussi, faire de la RSE, c'est potentiellement casser les silos et être plus efficient. Voilà. Donc ça permet d'être plus efficace dans sa production, dans son organisation. Et je pense qu'après, on a aussi de plus en plus de clients qui viennent vers nous pour faire de la RSE. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opportunité business derrière. Déjà, les clients, donc on voit en B2C, les Français, 70% des Français disent qu'ils veulent consommer plus responsable. Voilà, donc il y a un attrait sur le marché. Et en B2B, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont ce qui s'appelle des chartes d'achat responsables. Et donc, ils vont sélectionner, par exemple, leurs fournisseurs s'ils ont déjà mis en place une démarche RSE. Ok. Tu vois. Donc, c'est un vrai levier commercial. En fait, ça devient un élément de différenciation quoi, pour les clients, que ce soit quand ce soit B2B ou que ce soit B2C. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Donc, pour te résumer, il y a un impact pour attirer des collaborateurs, donc la marque employeur, pour attirer de nouveaux clients, c'est une façon de se démarquer, c'est un avantage concurrentiel. Et puis après, pour être plus performant. Et peut-être juste le dernier point, ça permet d'innover, de penser aussi son marché autrement. Donc, je peux peut-être te donner l'exemple d'Interface, qui est une entreprise, un fabricant de moquettes. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et en fait, donc ils vendent des moquettes et ils ont réalisé que leur modèle économique était assez nocif pour l'environnement. Ouais. Et donc ils ont revu tout leur modèle économique. Ils se sont dit qu'au lieu de vendre des moquettes, ils allaient les louer. Okay. Donc ce qui fait que leur modèle économique, c'est quoi ? C'est louer, entretenir, remplacer et recycler les dalles de moquettes pour leurs clients. Okay. Et ça a permis pour eux de réduire de 90% les déchets, en fait. Tu vois. Ok. Tout en s'y retrouvant financièrement. Exactement. Tu vois, donc c'est là où finalement le pilier économie est vraiment pertinent ici. C'est qu'ils ont revu leur modèle économique pour avoir un impact écologique beaucoup plus positif, en gros, et tout en ayant un modèle économique complètement pérenne. Ok. Voilà. Et même plus résilient. Passons à la partie un peu plus pratico-pratique. Comment une entreprise peut enclencher, démarrer, initier une démarche RSE ? Est-ce qu'elle peut le faire aussi seule, ou est-ce qu'elle doit passer par un organisme interne, par exemple comme l'agence Déclic ? Déjà, premier point de réponse, évidemment, une entreprise peut le faire seule. Tu vois, elle peut le faire seule. Il faut simplement soit avoir des personnes en interne qui sont formées sur le sujet, tu vois, ou soit se former. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, peut-être la première étape, c'est déjà se former à la RSE. Tu vas comprendre un peu déjà quels sont les grands enjeux, quels sont les principaux outils pour mettre en place la RSE et comment accompagner le changement aussi en interne. Voilà. Okay. Première étape, se former. Deuxième étape, c'est aussi faire un état des lieux. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une entreprise fait toujours de la RSE sans s'en rendre compte. Ça fait toujours un petit peu. Donc l'enjeu, c'est déjà de faire un état des lieux pour comprendre ce que fait aujourd'hui l'entreprise, le valoriser et capitaliser dessus, histoire de ne pas réinventer la roue non plus. Et ça permet donc de voir les points forts et identifier potentiellement les trous dans la raquette. Okay. Voilà, si je devais te résumer peut-être les deux principales étapes à avoir, formation et diagnostic. Et ensuite, après un diagnostic, on fait comment ? Après, en général, nous, on va aider l'entreprise à hiérarchiser ses grands enjeux RSE. Parce qu'en fait, on a beau avoir plein d'ambitions et vouloir tout faire, on ne peut pas tout faire en même temps, sinon le risque, c'est de mal le faire. Donc, c'est extrêmement important de hiérarchiser, prioriser ces enjeux RSE.
et se dire par lesquels on commence. Est-ce que je commence avec de l'économie circulaire? Est-ce que je commence sur la biodiversité? Est-ce que je commence sur le bien-être collaborateur? Je commence avec pérenniser davantage mon modèle économique. Donc ça, c'est hiérarchiser ces grands enjeux RSE. Et c'est ça qui va permettre de constituer le squelette de la stratégie RSE de l'entreprise. Et on va pouvoir construire après, en fonction de ça, un plan d'action. En fonction du niveau de maturité de l'entreprise, parce qu'après, les étapes que je t'ai citées, il n'y a pas forcément besoin de tout faire en même temps pour une même organisation. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de cartographier ses parties prenantes. Okay. Donc là, quand je parle de parties prenantes, c'est les actionnaires, les fournisseurs, les clients, les citoyens, les pouvoirs publics, par exemple, et se dire, OK, ces parties prenantes-là, lesquelles sont les plus stratégiques pour moi, et comment je veux dialoguer, travailler avec elles. Et ça, c'est un outil en RSE très important. Ça permet aussi d'anticiper les risques potentiels et d'identifier aussi des opportunités de collaboration avec certaines de ces parties prenantes. Est-ce qu'une fois que tu as mis en place toutes ces actions, imaginons que tu es une entreprise, une 50aine de salariés, est-ce que tu peux obtenir des certifications, des labels pour prouver, parce que du coup, ça te sert aussi dans la marque employeur, prouver que tu as mis en place ces actions, que tu fais ceci, que tu fais cela, et que ce n'est pas juste des paroles en l'air ou... Qu'est-ce qui existe? Ouais. C'est une bonne question. Donc, souvent, tu as raison, il y a tout un tas de labels RSE qui permet d'avoir un peu le tampon de l'ensemble. Enfin, c'est un peu le tampon qui va valider en fait l'ensemble des actions RSE que tu auras mis en place dans ton organisation. Donc, souvent, nous, on dit que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Okay. Voilà, il ne faut pas forcément penser au label dès le début, c'est plutôt à la fin, si je peux dire. Et puis après, effectivement, il y a tout un tas de labels, des labels assez généralistes, comme B Corp, par exemple, qui est un label généraliste international. Tu as des labels plus sectoriels. Donc, tu vois, il y a des labels spécifiques aux travaux publics, donc produits par la Fédération nationale des travaux publics. Donc, je ne peux pas vraiment te donner une réponse pour l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des labels qui sont vraiment adaptés à son marché, à son secteur, à son périmètre aussi géographique. Et pour mettre en place un label, ça nécessite aussi d'avoir du temps. Ça, c'est un point important aussi à avoir en tête, c'est qu'il faut avoir une ressource en général en interne qui va pouvoir mettre en place cette labellisation et la suivre. Parce qu'une fois qu'on est labellisé, je me fais labelliser en 2022, il va falloir que je renouvelle ma labellisation l'année d'après, potentiellement. Que tu continues du coup les démarches. Oui, c'est pas, en fait, c'est pas quelque chose qui est... Tu travailles, c'est acquis et ensuite tu l'as à vie, quoi. Exactement. Tous les ans, Exactement. Tu te mets vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc, tu as typiquement à l'agence Déclic, on est labellisé B Corp. Mais tous les 3 ans, il faut renouveler le label. Ok. Et tous les 3 ans, le label monte d'un cran, si je puis dire. Ah. Donc c'est vraiment un engagement dans la durée de la part de l'entreprise de se faire labelliser. Ok. Très bien. Quels sont un peu les risques, les mises en garde par rapport à la RSE et comment ne pas tomber dans du RSE washing? Donc, je pense que là, ça va... Donc, pour éviter toute incompréhension, je pense, c'est hyper important d'être formé, sensibilisé sur ces sujets. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise, tu vois, une fois que tu as mis en place une stratégie RSE, c'est extrêmement important de sensibiliser à la RSE l'ensemble ou à minima une grande partie des collaborateurs de l'entreprise, tu vois, sur le sujet. Et puis après, il y a un gros enjeu pour communiquer, faire de la communication interne sur les engagements RSE de l'entreprise. Okay. Voilà. Donc, il faut vraiment faire en sorte que l'organisation s'empare et incarne la stratégie RSE mise en place par l'organisation. Donc, il faut que ce soit incarné par la direction, bien évidemment. Il faut que ce soit porté par les managers et qui doivent embarquer leurs équipes aussi derrière ça. Et il faut que ce soit approprié. Il faut que l'ensemble des collaborateurs s'approprient cette stratégie RSE pour qu'ils le vivent dans leur quotidien, dans leur métier. Et pourquoi pas leur permettre aussi de proposer des nouvelles idées pour enrichir cette démarche RSE. Donc, je pense que ça, c'est un peu les pare-feux pour éviter
tout danger, en quelque sorte, d'incompréhension de la RSE. Et puis après, le greenwashing, je pense que déjà, pour éviter le greenwashing, je trouve qu'on voit beaucoup de greenwashing quand une entreprise communique sur une action RSE mise en place, mais qui n'a rien à voir avec son cœur d'activité. Je peux peut-être m'expliquer. Donc, donc, il y a l'association pour un réveil écologie, que tu connais peut-être. Ouais. C'était assez intéressant. Juste avant Noël, là, ils ont fait le calendrier de l'Avent des pépites du greenwashing. Je l'ai vu, je crois. Tu l'as vu. Donc, tous les jours, pendant 24 jours, ils publiaient un exemple de greenwashing. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et en fait, ils donnaient l'exemple assez classique de Amazon qui communiquait sur le fait que sur leur site Amazon, ils faisaient de l'éco-pâturage. Voilà, c'est très bien, pourquoi pas, de l'éco-pâturage. Donc ça veut dire que sur leur site, ils essayent de préserver la biodiversité, etc. Et en fait, ça n'a rien à voir avec leur cœur d'activité, qui est de la logistique. Pour moi, si un Amazon était amené à communiquer sur des actions RSE, ils pourraient communiquer sur justement comment ils vont limiter leur impact négatif via leur cœur business. Voilà, c'est pas en communiquant sur l'éco-pâturage. Okay. Ça, c'est un exemple de greenwashing. Okay. En fait, c'est juste que ça vend une démarche RSE qui n'est pas une réelle démarche RSE de fond. Alors, à l'inverse, est-ce que tu peux me citer des boîtes, soit que tu accompagnes, soit des boîtes qu'on connaît tous, qui sont des très bons élèves, des bons élèves de la RSE? J'ai réfléchi à 2 exemples. Il y en a notamment un qui est la Camif. Donc, c'est en fait une entreprise française qui vend notamment du mobilier en ligne. Okay. En fait, tout est made in France. Et le patron de la Camif s'appelle Emery Jacquia. Il est extrêmement engagé dans la communauté des entreprises à mission. Et donc, il a emmené la Camif dans l'obtention de ce nouveau statut, qui est l'entreprise à mission. C'était un des premiers, un des pionniers à le faire. Okay. Et donc, en fait, quand tu deviens entreprise à mission, ça veut dire que tu vas définir ta raison d'être. Ils l'ont intégré dans leur statut et ils ont identifié des objectifs sociétaux, donc sociaux et environnementaux, qu'ils ont aussi intégrés dans leur statut. Et donc, en fait, parmi ces objectifs sociétaux, ils ont mis le fait d'avoir un impact écologique positif, notamment à travers l'économie circulaire. Ça, c'est vraiment un objectif qui est dans leur statut. Et un exemple concret d'actions qu'ils ont mises en place, ils ont boycotté le Black Friday. Donc, en fait, le Black Friday, tu sais, c'est un peu l'emblème de la surconsommation. Ouais. Ça pourrait être un temps extrêmement intéressant financièrement pour la Camif, parce que c'est un temps où tu brades tes prix, tu vends beaucoup. Et en fait, ils ont décidé de fermer toutes leurs usines, tous leurs points de vente durant le Black Friday. Ah ouais, ok. Ce jour-là, ouais. Et ils ont utilisé ce temps-là, ce jour-là, pour sensibiliser aussi à la fois leurs salariés, mais aussi leurs clients sur la surconsommation. Okay. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un exemple intéressant, c'est que malgré l'impact économique que ça aurait pu avoir ce Black Friday, ils ont décidé, pour atteindre ces objectifs sociétaux qu'ils ont mis dans leur statut, de boycotter ce jour-là. Et en même temps, de sensibiliser leurs différentes parties prenantes sur l'impact que peut avoir un jour tel que le Black Friday sur l'environnement. Je peux t'en citer un autre, si tu veux. Donc ça, c'est un peu... c'est un autre type de métier, c'est la Maïf, qui est une mutuelle française. Et donc, en fait, pareil, c'est une des premières entreprises à mission, avec Pascal Demurger, le directeur général, qui est un des dirigeants emblématiques au sein de la communauté des entreprises à mission. Et ils ont mis en place un certain nombre d'actions, justement, sur la rémunération de leurs salariés, et notamment les salariés du réseau au contact des clients sociétaires. Donc, en fait, la rémunération, c'est pas indexé en fonction du nombre de ventes faites de mutuelles, mais c'est plutôt indexé en fonction de la satisfaction client. D'une certaine façon, ça ne va pas pousser ces salariés à vendre pour vendre, tu vois, à faire du résultat, du chiffre, mais à vendre pour avoir un impact positif sur la satisfaction des clients. Et ça, en fait, je voulais t'illustrer ça parce qu'en fait, c'est aussi ça la RSE, c'est le pilier économique que je t'ai illustré au début. Voilà, et en fait, une des actions qu'ils ont mises en place pendant la phase du Covid, ils ont décidé pendant le Covid de rembourser 100 millions d'euros à leurs sociétaires
de frais d'assurance automobile. Parce qu'en fait, pendant le Covid, il y a eu très peu d'accidents auto. Okay. Et donc, étant donné que la situation était compliquée pour tout le monde, dont leurs clients, ils ont décidé de rembourser ces montants d'assurance-là. Voilà, parce qu'ils avaient fait énormément d'économies dessus. Donc, je t'ai zoomé juste sur le pilier économique. Tu vois. Après, ils ont mis en place un certain nombre de choses, notamment pour leurs collaborateurs, pour qu'il y ait davantage de bien-être. Donc, il y a aussi le statut entreprise à mission qui touche le pilier gouvernance. Et effectivement, le pilier économique où ils ont changé en fait le variable de rémunération de leurs collaborateurs qui est plus en fonction de la satisfaction client et pas juste de la vente. Très bien. Merci pour ces 2 exemples qui illustrent parfaitement, je pense, tout l'échange qu'on a eu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Et puis non, mais je suis contente si ça permet de simplifier un peu la notion de RSE et puis montrer que c'est pas juste de la réglementation, c'est aussi une belle opportunité pour embarquer, fédérer, tu vois. Et c'est pas que à côté du business, ça peut être vraiment intégré. Et ça doit pousser, je pense, les entreprises à revoir aussi potentiellement leur modèle économique, quoi, d'une certaine façon. Totalement. C'est un peu la cerise sur le gâteau, là. Là, c'est vraiment l'aboutissement d'une stratégie RSE. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté les réponses que vous cherchiez. Je vous dis à très vite pour explorer une nouvelle thématique RH.